Et donc voilà, donc je suis mathématicienne, plutôt mathématiques appliquées, côté probabilité statistique. Et mon domaine d'intérêt, en fait, c'est un matériau spécial, ce sont les images. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est les images. Il y a de nombreuses images qui nous arrivent d'un peu partout. On en a déjà vu énormément aujourd'hui. Elles sont d'origine souvent très variée. Il y a des images 3D, des images hyperspectrales, des images qui viennent de simples photos, des scanners, des échographies. Enfin, ça peut être vraiment des origines extrêmement variées. Et puis, il y en a énormément de ces images. Enfin, maintenant, n'importe quel téléphone portable peut vous prendre une rafale d'images en une milliseconde. Donc, et puis, tout le monde en a plein partout, des images. Donc, il y a vraiment un besoin de traiter ces images. Et c'est vraiment le cœur de tout ce qui est aujourd'hui le big data, tout ce qui tourne autour des données massives et comment les traiter, comment s'en dépatouiller de tout ça. Donc, en fait, donc cette première constatation, voilà, il y a énormément d'images qui nous entourent, hein, et donc il faut en faire quelque chose. Alors, si j'arrive... Non, je l'ai éteint. Tac. Voilà, c'est bon. Alors, donc, étant donné qu'on a toutes ces images, il y a un besoin qui est à la fois de traiter et d'analyser ces images de façon automatique. Donc, on aimerait vraiment développer des méthodes. Donc, notre rapport en tant que mathématicien, c'est de développer des méthodologies, des formules, des méthodes vraiment pratiques qui s'appliquent de façon automatique à toutes les images. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une nouvelle image, on n'a pas envie de reprendre la méthode, de dire à tel paramètre, il faudrait que je le mette à ça, là, il faudrait que je change ça. Enfin, on aimerait vraiment développer des choses automatiques. Et puis, il y a un dernier enjeu qui me paraît vraiment important, c'est de faire de la recherche reproductible. C'est-à-dire que, en fait, dans les publications actuelles, surtout en traitement d'images, les gens vous disent, ben voilà, j'ai développé telle méthode, je vous montre sur telle image, ça donne ça, regardez, les résultats sont super. Et puis vous, soit quand vous êtes en train de reviewer un papier comme ça, vous vous dites, je ne vais pas refaire tout son algorithme quand même, je vais le croire, il me montre ça sur son image, je vais lui faire confiance, quoi. Je ne vais pas tout refaire l'algorithme qui est derrière. Et puis même quand vous êtes en tant que chercheur, que vous lisez un article comme ça, que vous voulez reproduire la méthode parce que vous en avez besoin, bah vous vous rendez compte qu'on ne vous a pas tout dit en fait. On ne vous a pas dit que d'abord il fallait faire une petite convolution machin, d'abord il fallait enlever les bords de l'image, d'abord la transformer de Fourier, il faut la faire dans ce sens-là. Enfin bref, souvent il y a toute une poussière qui est mise sous le tapis qui est assez impressionnante. Donc voilà, l'enjeu de la recherche reproductive, c'est de faire ressortir cette poussière qui existe en fait. C'est pas qu'on ne va pas la faire disparaître, mais au moins la mettre sur le dessus du tapis et que tout le monde la voit clairement. Voilà. Donc du coup, je vais commencer par alors, je suis désolée, je vous ai vraiment préparé des équations, tout ça. Donc au moment de la sieste, j'espère que ça va. En même temps, on va rester dans des choses, des formules relativement simples. Donc, je vais vous parler de deux problèmes qui sont... alors, il ne faut pas les voir comme des problèmes anecdotiques, c'est vraiment des problèmes qui sont là pour illustrer des grandes questions qu'on a avec les images. Donc, un premier problème, c'est la restauration des images. Donc, en général, les images, elles sont bruitées pour diverses raisons. Et donc, on va s'intéresser au débruitage des images. Et puis, un deuxième problème qui est l'analyse des images. En fait, quand on nous montre des images, tout le monde dit « Ah bah oui, là, je vois, les points, ils sont à tel endroit, là, tout ça. » Mais comment est-ce qu'on fait pour qu'un ordinateur voit la même chose, en fait? Comment est-ce qu'on fait de la vision, donc ce qui s'appelle la computer vision, vraiment la vision assistée par ordinateur. Donc, le premier problème, le débruitage. Donc là, je vais vous montrer une image. Alors, en traitement d'image, on l'aime bien. C'est une image qui s'appelle Barbara. Alors, pourquoi on l'aime bien? Parce que c'est une image qui a des zones qu'on appelle texturées. Vous voyez les rayures sur le pantalon, le foulard, la nappe. Et qui a en même temps des zones qui sont un peu constantes par morceaux. Là, voilà, les pieds de la table, tout ça. Donc, c'est une image qui est assez représentative de ce qu'on peut trouver dans une image, à la fois les structures et puis la géométrie, les textures. Donc, ça, c'est une observation bruitée de cette image. Et puis, il peut y avoir plusieurs types d'observations. Par exemple, ça, c'est aussi un autre type de bruit. Et donc, une des questions, c'est comment est-ce qu'on débruite des images comme ça? Donc, je vais commencer par un problème très simple. Alors, vous connaissez tous la loi des grands nombres. Donc, je vais vous parler du premier modèle de bruit, qui est un modèle de bruit le plus courant, en fait, qui est le modèle du bruit gaussien additif. Donc, pour rentrer un peu dans les choses techniques, on va noter U0, ça va être l'image originale, qui nous est inconnue. Et donc, elle est définie sur un domaine que j'appelle oméga, qui est un domaine rectangulaire discret, donc c'est un ensemble de pixels. Nos images, c'est vraiment des pixels, et en chaque pixel, on a une valeur qui est le niveau de gris en ce pixel-là. Et puis, l'image bruitée, en fait, c'est la réalisation de U0 plus un n de x, et le n de x, c'est le bruit, ici on appelle ça un bruit blanc, c'est-à-dire que les n de x, ils sont tous indépendants, identiquement distribués, suivant une loi gaussienne de moyenne nulle et de variance sigma 2.
Et donc, en fait, ce qu'on a en général, c'est une seule image bruitée, c'est-à-dire une réalisation de grand U, et a priori, c'est difficile de retrouver U0 à partir d'une seule réalisation d'une variable aléatoire. Donc, ce qu'on peut, voilà, ici, ce qu'on voit, c'est une image, l'image originale, toujours la même, et là, c'est sa version bruitée, donc ici, avec un bruit d'écart type 20. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, la dynamique des images, à cause du codage, elle va entre 0 et 255, donc 20, ça fait à peu près 10% de la dynamique d'une image. Voilà, donc on voit qu'en fait, et donc ce type de bruit, en fait, c'est un bruit qu'on rencontre assez souvent dès que les capteurs, ils sont pas parfaits, dès qu'on est en basse lumière, dès qu'il y a des problèmes dans les capteurs, on a souvent des images qui, comme ça, présentent du bruit, un bruit gaussien additif. Donc, alors, ce qu'on se dit, si on a une seule image, c'est difficile de la débruiter. Par contre, si on en avait n, donc n étant plus grand que 1, ce serait plus facile. Et donc ça vient de juste un résultat que tout le monde connaît, qui s'appelle la loi des grands nombres. Si vous dites que si vous avez U1, UN, qui sont n réalisations indépendantes de l'image bruitée, si vous les additionnez et vous divisez par n, ça, par la loi des grands nombres, ça va tendre vers U0 de x. Et même plus précisément, vous pouvez calculer exactement quelle est la loi de ça. C'est une loi gaussienne qui est centrée autour de U0 de x et qui a une variance qui a été divisée par n. Donc plus n est grand, plus la variance est faible, donc plus c'est autour de U0 de x. Et donc ça, pour voir en pratique tout de suite ce que ça donne, ici vous avez une seule image bruitée, vous faites la moyenne de 5 images bruitées différentes, la moyenne de 10, la moyenne de 20, la moyenne de 40, et là, ça c'est l'image originale. Donc quand vous êtes à 40, vous avez quasiment plus d'artefacts par rapport à l'image originale. Donc, maintenant le problème c'est que, oui, mais on n'a pas 40 images en général, on n'en a qu'une seule. Donc, c'est là qu'intervient une méthode qui est très simple et pourtant qui a été inventée que récemment et qui donne des résultats vraiment très bons qui sont quasiment au niveau de l'état de l'art. Et donc, en fait, ce qu'on va utiliser, c'est le fait que les images naturelles, elles ont des structures à l'intérieur. Il y a des objets qui se répètent. Les objets ont une certaine taille. Ils ne sont pas réduits à juste un pixel. Donc, il se passe des choses dans une image. Et en particulier, il y a des propriétés de redondance. Et donc, on se dit qu'en fait, on a une seule image bruitée, mais si on considère une petite imagette, la bleue qui est ici, eh ben, on a plein d'images qui vont lui ressembler. Donc, par exemple, toutes celles qui sont en vert lui ressemblent fortement, celles qui sont en orange lui ressemblent un peu moins, et puis celles en rouge lui ressemblent pas du tout. Mais en tout cas, à l'intérieur d'une seule image, en prenant juste des imagettes, on peut quand même exploiter la redondance et justement trouver d'autres exemples de la même imagette bruitée. Donc en fait, ça a conduit au développement de la méthode qui s'appelle NL-MINS pour moyenne non locale, donc, qui a été développée entre autres par Tony Buades, Tommy Hucol et Jean-Michel Morel en 2005. Donc c'est une méthode relativement récente et pourtant c'est très simple d'utiliser. C'est juste l'idée de la loi des grands nombres et la redondance des images. Donc on part d'une image bruitée. En tout pixel, on va considérer une petite imagette, la PX, qui est d'une certaine taille autour de X. Et puis, on va calculer quelle est la similarité entre les images. Donc, pour calculer une similarité entre deux imagettes, on fait simplement une norme L2 entre les deux images. Bon, voilà. Et du coup, maintenant, on peut définir la version restaurée de U en X comme étant la moyenne des autres valeurs U de Y, mais pondérée par la ressemblance, justement, entre le patch autour de X et le patch autour de Y. Et donc, cette formule très simple vous permet de restaurer directement l'image en en ayant une seule. Cette fois-ci, on n'a plus 40 images, on en a une seule. Donc, je vous montrerai tout de suite des images. Donc voilà là, un exemple d'image bruitée. Donc, ce que je vous ai expliqué, la formule était pour des images en niveau de gris, mais en fait, ça marche pareil pour des images couleurs. Il suffit d'avoir les 3 canaux RGB, donc on fait la même chose sur les images couleurs. Donc voilà, un exemple d'image bruitée, la version débruitée, et un zoom sur cette partie-là. Donc vous voyez qu'en fait, c'est une méthode qui permet de restaurer les images tout en gardant des structures qui sont assez fines dans l'image, parce qu'en fait, le long d'une antenne comme ça, il y a beaucoup de redondance. Tout le long de l'antenne est quasiment identique. Donc finalement, en utilisant la redondance naturelle dans cette image, on arrive à la débruiter, même en ayant qu'une seule. Donc voilà, ça c'est un premier type de débruitage. Un autre exemple de bruit qu'on rencontre, c'est un bruit qui est ce qui s'appelle le bruit impulsionnel. Donc le bruit impulsionnel, ça correspond au fait que parfois, lors de la transmission, il y a des pixels qui ont sauté. Donc les pixels, ils ont été remplacés par certains pixels aléatoirement, ont sauté et sont remplacés par n'importe quelle valeur entre 0 et 255. Donc à ce moment-là, c'est plus seulement un bruit qui s'écrit de façon additive. Plus précisément, c'est un bruit qui s'écrit. Alors on a l'image observée qui est le résultat en fait d'un mélange
où vous avez l'image que vous choisissez de toucher en un certain nombre de pixels donnés par T. Donc T, ça va définir des endroits aléatoires dans l'image, une certaine intensité. Et puis là où c'est touché, eh ben, vous mettez une valeur quelconque aléatoire entre 0 et 255. Et donc, voilà, donc ça permet d'avoir la formule qui donne exactement ce modèle de bruit-là. Et donc, en fait, on peut adapter exactement la méthode NL-MINS, sauf qu'il va falloir adapter les étapes. Donc, la première étape, c'est de trouver des imagettes similaires. Alors, on ne va pas pouvoir prendre la distance L2, parce que la distance L2, elle est très sensible aux grandes valeurs. Donc, on va définir une distance robuste entre les images qui, justement, essaye de ne pas pénaliser les grandes valeurs. Et puis, on va prendre aussi, après, au lieu de faire la moyenne tout à l'heure entre les images, et ben en fait, la moyenne, il se trouve que dans le cas d'une loi gaussienne, la moyenne, c'est pareil que le maximum de vraisemblance. Donc là, on va écrire notre loi en entier, écrire son maximum de vraisemblance, et ça va nous donner un nouvel estimateur qui ressemble à la moyenne, mais qui est plutôt le mode en fait, d'un certain histogramme. Voilà. Et donc, de la même façon, on peut définir comme ça un algorithme de débruitage qui est automatique. Donc, partant d'une image bruitée comme celle-là, voilà, l'image originale était à droite. Donc là, pour comparer avec d'autres méthodes qui font plutôt des choses locales. Habituellement, les autres méthodes de débruitage, vous regardez un pixel et puis vous regardez comment c'est autour de lui et puis vous cherchez à débruiter en restaurant la variation totale, la moyenne, enfin en ayant un certain a priori fonctionnel. Donc voilà, ça c'est une autre méthode. Et là, c'est la méthode justement qu'on propose, où en utilisant la redondance des images, eh ben, on voit que tout ce qui est le pantalon, les textures, elles sont très bien retrouvées parce que c'est des choses très redondantes. On en a plein d'exemples dans l'image et du coup, ça nous permet vraiment de les retrouver alors que localement, si on regarde juste l'image, la texture, elle est relativement détruite. Donc ça voilà, c'est une première classe de méthode. Donc ça, c'est dans la famille voilà, des débruitages d'images. Donc maintenant, je vais passer à un autre grand problème. Ah oui, non, j'avais aussi avec un bruit gaussien en plus, c'est pareil, voilà. Tac. Donc un autre problème général quand on a des images, donc on a vu comment les débruiter, maintenant qu'elles sont belles et propres nos images, on se dit bah oui mais quand je vous ai parlé du pantalon, tout le monde a vu que je parlais du pantalon, j'ai pas eu besoin de vous désigner à quel endroit exactement j'étais, tout le monde a vu la même chose dans l'image. Donc comment est-ce qu'on fait pour qu'un ordinateur voit la même chose que ce qu'un humain verrait dans l'image? Donc ça c'est un problème général qui est comment trouver automatiquement les structures géométriques qui sont dans l'image, donc que ça soit des segments, des courbes, des objets de nature géométrique. Et donc, en fait, on a vraiment besoin de passer des pixels à des structures formées. Donc, il y a besoin d'un phénomène de groupement, en fait. Si on y pense, une image, c'est juste un tableau de pixels. L'ordinateur, lui, il a juste un tableau de pixels. Donc, pour en sortir des segments ou des courbes, à un moment, il faut qu'on lui dise il faut que ce pixel-là aille avec celui-là, avec celui-là. Donc, il faut faire passer par un phénomène de groupement. Et donc, toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire de tels groupements. Donc, en fait, pour ça, on utilise un principe de perception visuelle. Du coup, ça nous a amené à travailler avec des psychophysiologistes qui étudient la perception visuelle. Et donc, en fait, on peut utiliser un premier principe. Alors, il semblerait que ça s'appelle principe de Helmholtz ou principe de non-accidentalité, qui peut s'énoncer de deux façons différentes. La première façon, donc, qui relève totalement du sens commun, qui vous dit que si je vous présente une image de bruit pur, donc on n'en voit pas souvent des images comme ça, mais voilà, ça c'est juste du bruit, tous les pixels sont indépendants et vous voyez rien dedans. D'accord ? Voilà. Donc c'est du sens commun, je vous avais dit. Et donc la deuxième formulation, qui est plus forte, vous dit qu'inversement, ça nous dit que s'il y a une grande déviation, au sens un événement de faible probabilité qui se produit dans une image de bruit, et bien à ce moment-là, vous allez le voir immédiatement et une structure va être perçue. Donc ça nous dit que voilà, on perçoit immédiatement toute configuration qui a une faible probabilité d'arriver par hasard. Donc pour illustrer ça, alors là, voilà, vous avez un ensemble de points. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Bof. Ouais, voilà, c'est des points. Alors en fait, il y a un alignement parfait là-dedans. Je ne sais pas si vous le voyez, avec les points rouges. D'accord ? Mais en fait, là, il y a à peu près 80 points, je crois, et il y en a 7 ou 8 alignés. Donc la probabilité que 7 ou 8 points se retrouvent alignés quand il y en a 80 par hasard, c'est une probabilité qui est relativement grande, donc on ne voit pas cet alignement. Par contre, maintenant, voilà, là, il n'y a que 30 points, il y a exactement le même alignement, mais en fait, en utilisant ce principe de non-accidentalité, qui vous dit qu'en fait, maintenant, la probabilité que 7 points se retrouvent alignés alors qu'il n'y en a que 30, et bien ça a une probabilité très faible, donc on va le garder. Parce que ça ne peut pas être dû au bruit, c'est forcément que ça a été mis là pour une bonne raison. Donc ça, c'est voilà.
Ce principe de non-accidentalité est à la base de ce que je vais vous montrer ensuite, qui est justement comment utiliser ce principe pour détecter des alignements dans une image. Donc ça, dans les alignements, on en a besoin tout le temps. Quand on a des images de bâtiments, des images ou même d'un matériau avec des fissures, on a toujours besoin d'extraire les structures linéaires qui sont dans l'image. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc en utilisant ce principe de non-accidentalité. Donc là, je suis désolée, j'ai 2 transparents un peu techniques, mais j'espère que ça va aller. Donc on part d'une image I0, qui est définie toujours sur un domaine discret, et puis on va calculer son champ d'orientation. Donc c'est-à-dire qu'en chaque point, on va calculer un θ0 de x, qui en gros va être l'orientation du gradient. Donc le gradient, on peut le calculer sur des fenêtres 2, juste par différence finie. On prend l'orientation de ce gradient, on le tourne de pi sur 2, et ça nous donne la valeur θ0 de x. Donc le θ0, il est censé représenter la direction en gros, des lignes de niveau dans l'image. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, pour trouver les alignements dans les images, les alignements, c'est jamais juste une ligne. En fait, c'est plutôt des rectangles qui ont une certaine épaisseur. Donc on part d'un rectangle, on va regarder son orientation principale, phi de r, et puis on va calculer le nombre de points qui ont leur orientation qui correspond à peu près à celle de phi de r, avec une certaine précision p près. Et on va noter, voilà, n de r, ça va être le nombre de pixels total qui forment le rectangle. Et donc maintenant, on va calculer justement, est-ce que ce que je suis en train d'observer, ça aurait pu se produire dans une image de bruit pur? Pour savoir justement à partir de quand l'événement qu'on observe, il est significatif ou pas. Donc pour ça, on définit un modèle de bruit. Donc le modèle de bruit, ce serait de dire mon bruit blanc, là. Donc dans un bruit blanc, les orientations, elles sont toutes indépendantes, uniformément distribuées entre 0 et 2π. Et puis donc on peut associer à chaque rectangle son nombre de fausses alarmes, qui vous dit en gros combien de fois ce rectangle va pouvoir se produire par hasard dans une image de bruit. Donc ça correspond à faire le nombre de tests qu'on va faire, donc le nombre de rectangles dans l'image, multiplié par la probabilité de voir un tel rectangle avec autant de points alignés dans une image de bruit. Et donc quand ce nombre de fausses alarmes est très petit, on va dire que notre rectangle il a une très faible probabilité d'être dû au bruit. Donc s'il est là, c'est qu'il a une bonne raison d'être là, et donc on le garde. Voilà, donc c'est tout le principe de la méthode, et qui, à nouveau, du coup, la méthode, elle s'adapte à n'importe quelle image directement. Donc pour vous montrer tout de suite, voilà, donc là c'est une image du Pirée, et là c'est le résultat que ça donne. Alors en fait là on ne voit pas les rectangles en entier, on voit juste la ligne médiane du rectangle, mais sinon les rectangles ont une certaine épaisseur, parce que les bords dans une image, ils ne sont jamais réduits à un pixel, il y a toujours un peu de flou qui fait que les bords sont un peu larges. Donc ça permet d'extraire tout de suite les structures linéaires dans une image. Et il y a des structures linéaires qui sont trop petites pour être trouvées. Par exemple, je ne sais pas, il doit y en avoir ici, par exemple, sur la route. Parce qu'en fait, ces structures, elles pourraient très bien se produire par hasard dans du bruit. Et du coup, on ne les garde pas parce qu'on ne sait pas si elles sont vraiment là à cause de l'image ou si elles sont dues au bruit. Donc voilà, donc ça c'est sur un autre exemple. Donc à quoi ça sert en fait d'extraire toutes ces lignes? Ça sert aussi en tout ce qui est en stéréovision pour la reconstruction des modèles 3D. En fait, quand vous prenez 2 images d'un même bâtiment et que vous extrayez les lignes, après en utilisant la géométrie épipolaire, vous pouvez reconstruire le modèle 3D et donc savoir d'où venaient les lignes, et les lignes servent à reconstruire ensuite les bâtiments en 3D. Et du coup, je voudrais finir par ce qui me paraît le plus important, donc l'enjeu qui est la recherche reproductible en traitement d'images. Et donc là, je voudrais vous parler d'une initiative, d'un journal qui s'appelle IPOL, qui est un journal Image Processing Online, qui est un journal dont l'idée a été lancée par Jean-Michel Morel. Et donc l'idée, c'est de faire un journal, alors pas tout à fait conventionnel, parce que ce ne sera pas un journal que vous pourrez trouver sous forme papier, c'est un journal uniquement électronique. Et donc c'est un journal de recherche pour le traitement d'images et l'analyse d'images, et dont le but, c'est vraiment de valoriser l'importance des mathématiques pour développer des algorithmes, et des algorithmes qui se reproduisent de façon reproductible. Donc, en fait, vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite, c'est un journal qui se présente, il y a des articles. Donc les articles contiennent un texte qui décrivent l'algorithme. Alors il n'y a pas besoin que ça soit l'auteur de l'article qui a inventé la méthode. Il peut reprendre une méthode de quelqu'un d'autre et écrire un algorithme à partir de ça. Et puis on doit fournir le code source. Et puis ça s'accompagne d'une démonstration en ligne où chacun peut justement utiliser ça comme une plateforme expérimentale. Donc là, il s'agit vraiment de faire des expériences comme sur un laboratoire, sauf que voilà, vous êtes devant votre ordinateur et vous faites vos expériences sur l'ordinateur. Et donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble.
Donc ça ressemble à ça. Donc IPOL, Image Processing Online. Et du coup, les articles sont ordonnés par... en fait, vous avez des catégories. Donc 3D, blur, calibration, etc. Et donc, par exemple, la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure, donc la méthode de détection des lignes, qui s'appelle LSD pour Line Segment Detector, et qui, du coup, elle se trouve, voilà, ici. Donc, vous avez l'article en question. Donc, l'article, ça se présente, vous avez un article papier, en fait, qui vous décrit toute la méthode, alors classique, avec une introduction, tout ce que fait la méthode. En fait, ça explique vraiment toutes les étapes de la méthode, comment on construit les rectangles, comment on fait ce que je vous ai raconté rapidement, mais c'est exactement de cette méthode-là. Après, ça s'accompagne, donc si vous voyez en haut, il y a 3 onglets, là, il y a article, démo, archive. Et donc ça s'accompagne, vous avez aussi le code ici, vous pouvez télécharger le code soit en C, soit en MATLAB, soit en C++, ça dépend des méthodes. Et donc vous avez surtout une démo. Donc la démonstration, vous pouvez soit prendre une image qui existe déjà, qui vous est préfournie, soit vous pouvez prendre votre propre image, donc on va en prendre une. Donc j'ai pris une belle image de l'Institut quand même, je me suis dit, voilà. Donc vous chargez votre image, upload, voilà. J'ai pris sur Internet, elle était en couleur, mais on la met en noir et blanc. Et donc, là, vous pouvez faire tourner votre... Donc, vous voyez l'algorithme, vous avez juste un bouton Run, d'accord ? Il n'y a pas choisir les paramètres, mettre la taille, enfin, tout ça est mis dans l'algorithme directement. Donc, Run. Alors, le défi, c'est qu'en fait, vous devez faire des algorithmes qui tournent en moins de 30 secondes. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, c'est très rapide. Voilà. Donc, vous avez votre image. Voilà. Donc, et après, ce qui est plus intéressant aussi, c'est l'onglet Archives. L'onglet Archives, je ne sais pas si vous voyez le nombre de pages d'archives qu'il y a. Il y a eu 27 151 archives publiques, sachant que quand on fait une expérience, on peut choisir si elle devient publique ou privée. En fait, on n'est pas obligé de la laisser sur l'archive. Donc là, voilà, c'est les dernières qui ont été faites. Alors j'espère qu'il n'y a rien de censurable. Voilà. Et bien, voilà, celle qu'on vient de faire se retrouve ici. Donc tout va bien. Et en fait, explorer ces archives, c'est aussi quelque chose de très intéressant, de voir qu'est-ce que les gens ont essayé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, je ne sais pas, je vais en prendre une au hasard. La page 80, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, bon, ça a l'air... voilà, le caméra... Enfin, en fait, il y a pas mal de choses. Voilà, les gens, ils mettent leur image et puis ils ont le résultat tout de suite en moins de 30 secondes. Et puis, enfin, là, ils le font tourner en ligne. Ils ont aussi la possibilité de récupérer le code et de le faire tourner chez eux sans rien montrer à personne. Donc, ça ne représente pas la totalité des images qui ont utilisé cette méthode. Voilà. Donc, vous en avez des pages et des pages comme ça. Vous avez, voilà, 1357 pages d'expérience. Et donc, donc, il y a plein d'autres méthodes comme ça. Peut-être je vais vous montrer, pour Denis, je vais vous montrer ce qui est une autre méthode liée justement à l'œuvre d'Yves Meyer sur les ondelettes, qui est justement la décomposition d'une image entre la version cartoon, la version dessin, et puis la version texture. Donc le but, c'est vraiment de décomposer une image entre ses textures et puis sa structure géométrique dessous. Donc, la démo, il y a des images pré-rentrées, en particulier, il y a... Et donc, pourquoi ça utilise l'œuvre d'Yves Meyer ? C'est parce qu'en fait, ça sert à décomposer une image. On a une image U, on l'écrit V plus W, et W est censé être la partie texture. Et pour définir ce qu'est une texture, en fait, Yves Meyer a proposé d'utiliser la norme duale de TV pour définir ce que c'est qu'une texture. Et donc, c'est vraiment basé sur un modèle qu'il a proposé. Donc ici, vous avez notre chère Barbara, en couleur cette fois-ci. Donc avec son pantalon, son foulard, sa nappe à carreaux. Et donc là, on fait tourner. Voilà. Donc là, l'image d'origine, la version cartoon. Donc c'est la version lisse par morceau. Et là, la version texture. Donc vous avez extrait les parties oscillantes de l'image et vous avez gardé la partie dessous. Enfin, vous avez vraiment décomposé l'image de façon additive entre une partie lisse par morceau et puis une partie oscillante qui, par définition, est ce qu'on appelle les textures. Voilà. Donc, et puis après, il y a encore plein d'autres traitements possibles sur les images. Donc, tout est regroupé suivant des catégories. Donc, c'est un journal qui vraiment a pris de l'importance au fur et à mesure des années, qui a été lancé en je ne sais plus quelle année, mais enfin, vraiment, ça grandit exponentiellement. Il y a des nouveaux articles qui sont rajoutés, il y a des nouvelles archives qui sont faites.
Donc maintenant, c'est vrai qu'on aboutit à un problème de, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces images et est-ce que toutes ces archives, est-ce qu'on va continuer à les garder éternellement, où est-ce que ça va aller tout ça? Et en tout cas, vraiment, l'intérêt, c'est en tant que mathématicien, c'est de se mettre au service de la communauté qui a besoin de traiter des images en proposant des méthodes qui sont basées sur des modèles mathématiques réfléchis sur lesquels, je vous ai parlé de la loi des grands nombres, mais il y a aussi derrière des choses parfois plus compliquées, mais vraiment proposer des modèles mathématiques qui tiennent en compte la spécificité du bruit, des images elles-mêmes, et puis qui soient surtout après vraiment reproductibles, en fait, où il n'y ait pas des tas de paramètres à régler à chaque fois, et qui permettent de donner plein de résultats comme ça à la disposition de tout le monde, et tout ça est libre d'accès, libre de droit. Voilà, je vous remercie. Nous avons le temps pour quelques questions, en particulier dans les applications pour le patrimoine. Oui. Une question très naïve. Est-ce que l'image débruitée est la même image ? Ça pose la question peut-être de deux questions. La première, c'est la question de l'itération. Est-ce qu'après une première itération, on a déjà la même image que l'authentique, et est-ce que la énième itération est une dérive? À partir de quand on peut dire qu'on a franchi un certain seuil qui définit une autre image complètement? Et la deuxième question est encore peut-être plus naïve que la première, c'est qu'en est-il des droits de reproduction de sessions? Si on a obtenu les droits pour l'image authentique, vu que le code est en open source, est-ce que du coup on peut considérer que le résultat est aussi libre? Merci. D'accord. Alors, juste pour la question de l'itération, l'itération, quand je vous ai montré qu'on faisait une moyenne, la moyenne est liée il y a un paramètre H dedans qui est lié au bruit estimé sur l'image. Donc, en fait, quand vous avez fait vous partez de votre première image, vous estimez qu'il y a des algorithmes d'estimation de bruit. Le bruit, il est à tel niveau, et après, on la débruite une première fois, on va arriver à une nouvelle image, on va estimer son niveau de bruit, et si le niveau de bruit estimé est à 0, en fait, l'itération suivante, c'est l'identité, quoi. On ne bouge plus, en fait, parce que à chaque fois, les itérations sont liées vraiment au bruit qui est présent dans l'image, en fait, qui est estimé à partir de l'image elle-même. Ce n'est pas un paramètre qu'on doit régler à chaque fois, donc il est automatiquement estimé. Après, pour la question des droits, en fait, ça, je pense que c'est une question difficile, en fait. À qui appartiennent toutes ces images, toutes ces qu'on trouve sur Internet, partout. Enfin, c'est une question compliquée. Donc, en fait, alors, une première solution pour ne pas laisser ces images sur Internet, c'est de rapatrier le code chez soi et puis de faire tourner le code chez soi sur son ordinateur. Enfin, il n'y a rien à ce moment-là qui se retrouve sur Internet, en fait. Tout reste en local dans son laboratoire, sur son ordinateur. Il n'y a pas besoin forcément, on n'est pas obligé de le mettre dans les archives, en fait. Et puis sinon, sur les archives, en fait, il me semble que ceux qui mettent sur les archives, quelque part, ils sont responsables de la provenance de ces images et d'où elles viennent. Mais c'est vrai que c'est pas facile à gérer, en fait, quand on prend des images. Du coup, je sais que dans des exposés, on prend souvent des images de tableaux ou des choses comme ça. On se dit, à qui appartient l'image, en fait? Elles sont à qui ces images qui ont été faites? Et puis moi, dès que je modifie quelques pixels dans l'image, est-ce que du coup, elle devient à moi ou est-ce qu'elle reste la propriété? Donc, franchement, je crois qu'il n'y a pas de... je n'ai pas la réponse à ça. Je ne sais pas, mais c'est une vraie question, en fait. Merci beaucoup, Agnès. Merci. Il y a un point que je voudrais juste noter comme ça pour tous les gens qui sont ici, c'est que parmi les programmes très multiples que vous nous avez montrés, ils sont d'une puissance extraordinaire quant à déchiffrer ce qu'on ne voit pas sur des images. On peut nous proposer des images sur lesquelles on voit un certain nombre de choses, mais elles sont extrêmement floues. Et 20 secondes ensuite, découvrir des propriétés, des corrélations qui étaient parfaitement non visibles à l'œil. Et cet aspect-là, je pense, devrait être très intéressant et important pour les gens du patrimoine, parce qu'il y a un certain nombre d'objets picturaux qui, bien sûr, ont subi les dégâts du temps, et dans lesquels je suis convaincu un certain nombre d'algorithmes que vous nous proposez permettraient de remonter à l'image originale.
Justement, dans cet esprit-là, il y a ces images. En fait, là, c'est un algorithme d'égalisation de contraste entre images, où vous avez des suites d'images qui ont des contrastes différents et dans lesquels, justement, on ne voit pas grand-chose. Donc là, vous avez une première image, une deuxième, d'accord ? Il y en a une qui est très sombre et l'autre qui est très claire. Et vous ne voyez pas grand-chose. Et en fait, vous pouvez développer un algorithme, donc ça a été fait par Julie Delon, en fait, un algorithme qui est en lien avec la théorie du transport optimal, où on cherche à transporter les histogrammes d'une image sur l'autre, et puis on s'arrête au milieu. On fait un espèce de barycentre au centre du transport optimal. Donc voilà, ça a tourné, et donc voilà, maintenant vous avez égalisé le contraste des deux images, ce qui permet de voir maintenant parfaitement le décalage entre les images, et du coup voir des choses qu'on ne voyait pas avant, quand l'image était... les images étaient sombres et on ne voyait pas, tandis que là on voit bien l'iguane qui tourne la tête... Là, sur le rocher, ah, oui. Il est tac, tac, il tourne la tête entre les deux. Et donc, en fait, une fois qu'on a ça, ça sert aussi à faire tout ce qui est la reconstruction 3D, puisqu'à partir d'images comme ça, stéréo, en fait, de la même scène, avec des points de vue différents, on peut reconstruire la distance où étaient les objets et le relief. Donc, voilà, sur EPOL, vous avez une mine d'algorithmes comme ça, donc je vous invite tous à, voilà, prenez vos ordinateurs, et puis sur www.epol.im. Voilà. Une petite remarque. Les spécialistes d'inscription pariétale, les épigraphistes et autres pratiquent, comme je le fais moi-même, des programmes comme D-Stretch, qui sont des programmes qui jouent sur les différences chromatiques. D'accord. Donc, qui permettent de faire ressortir, en jouant simplement sur 4 couleurs de base, selon les mêmes principes, hein, oui. et d'affiner les algorithmes en fonction du support sur lequel on travaille. Alors, je signale ça à ceux qui seraient des fanats de EPOL, mais qui ne connaîtraient pas D-Stretch. Ah non, mais alors à ce moment-là, il faut proposer une version algorithme, la mettre dans EPOL. C'est tout à fait... Enfin, ça s'enrichit tous les jours. Je crois que ça a déjà un site, c'est déjà un truc assez répandu. Et bien voilà. Donc... Merci. En tout cas, merci beaucoup Agnès. Merci à vous.